Alors, c'est en démarrage. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce live pour certains de rentrée, j'imagine, pour la zone qui était en vacances qui vient de rentrer. Ravie de vous accueillir aujourd'hui. J'ai la chance d'animer un live pour Chance, qui est organisé par Chance. Merci pour l'invitation. On va parler d'un sujet qui est beaucoup plus complexe parfois que ce qu'il n'y paraît. Un sujet qui est lié finalement à la diversité et à l'inclusion, à savoir comment libérer le potentiel féminin sans le stigmatiser. Alors aujourd'hui, on va avoir deux, deux personnes qui vont nous donner leur retour. Sophie, parce que tu te présenteras un peu plus tout à l'heure, mais tu travailles au sein de Chance Entreprise, donc tu as une vision macro sur ce qui peut se passer dans les différentes entreprises. Et Sébastien, donc Sébastien, tu t'occupes de tout le parcours des salariés, in fine, côté Castorama et Brico Dépôt. Je vais peut-être vous laisser un peu vous présenter avec une touche un peu plus humaniste, si on peut dire. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Sébastien, je commence par toi. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Parce que tu as commencé en tant que prof de tennis. On sait que tu as une petite affection pour Jean-Jacques Goldman, notamment. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours? Parce que de prof de tennis à RH, il y a quand même un petit pas. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Catherine, bonjour Sophie. Ravi d'être avec vous ce matin. Oui, alors en fait, moi je suis prof de tennis à la base, donc voilà. Il se trouve que j'ai par le croisement de jolis yeux d'une jolie brune qui est devenue elle prof de lycée. J'ai basculé vers le monde du retail parce qu'en fait, il n'y a pas plus opposé qu'un agenda de prof de tennis et un agenda de prof de lycée. Hein. Je gagnais ma vie pendant les vacances scolaires et puis je commençais à travailler à 17h30, moi. Donc voilà, et puis j'ai cheminé dans le retail avec 8 ans chez Decathlon au Benelux, en France et aux États-Unis pour des ouvertures de concept. Puis 10 ans chez Darty, sur la partie 6 ans sur la partie opérationnelle, donc en directeur multisite. Et puis ensuite le côté RH formation. Et maintenant depuis 8 ans chez Kingfisher, donc Castorama et Brico Dépôt, comme directeur des projets RH. Donc je suis en charge de l'inclusion, de la diversité, du learning, donc du développement des compétences et de tout ce qui est politique emploi et du talent management. Voilà, alors oui, petite anecdote, je suis passionné de chansons françaises. Donc je me permettrai peut-être de temps en temps de citer quelques paroles de chansons avec deux auteurs de prédilection que sont Jacques Brel et Jean-Jacques Goldman. Jacques Brel pour ma belgitude, parce que, autre anecdote, je suis d'une famille 100% belge. Donc voilà, moi j'ai la nationalité française, c'est un peu ma différence à moi, mais voilà, la belgitude est forte. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et tous. J'espère qu'on t'intègre bien en France, malgré des origines belges. Sophie, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter aussi peut-être quelques mots de ton parcours et peut-être aussi pourquoi ce sujet, en fait, de l'égalité homme-femme est arrivé dans ton parcours? Ça marche. Bonjour à tous. Ravie d'être avec vous, Catherine, Sébastien et tous ceux qui nous écoutent. Écoutez, moi j'ai un parcours d'entrepreneuse dans le secteur plutôt de la formation professionnelle et de ce qu'on appelle les EdTech. Et puis petit à petit, j'en suis venue à m'intéresser au-delà des questions d'employabilité, aux questions de développement des talents et très rapidement aux questions de sens au travail. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, je suis venue à m'intéresser à un univers plus large qui est celui du développement de talent. Et donc, aujourd'hui, je travaille donc dans l'équipe entreprise de Chance que je dirige. Cette équipe-là, elle vise à faciliter et à nourrir en fait des conversations de carrière autour de plusieurs enjeux auxquels font face les équipes RH. Un de ces enjeux, c'est d'arriver à soutenir des politiques de diversité et d'inclusion. Mais il y en a d'autres. On accompagne également des moments clés de la vie des collaborateurs, des moments qui sont des moments de fort questionnement où on cherche à s'interroger sur les prochaines étapes de carrière, où on se pose peut-être plus de questions qu'à d'autres moments de sa carrière. Donc voilà un petit peu en deux mots d'où je viens et ce que nous faisons avec Chance et pourquoi cette question est arrivée dans mon parcours et dans celui de Chance au global.
parce qu'on accompagne et on soutient avec chance des trajectoires de carrière et on accélère en particulier des populations qui ont peut-être besoin d'un peu plus d'attention que d'autres populations dans l'entreprise. On se rend compte, notamment sur les carrières féminines, qu'il y a des freins, différents types de freins, certains disons, qui sont liés directement aux personnes qui se mettent ces freins-là, donc aux femmes qui s'autocensurent, et d'autres qui sont plus le fruit de l'environnement externe, et donc qui justifient qu'on accorde un petit peu plus d'attention à ces carrières-là pour leur permettre de continuer à grandir, à évoluer et à s'épanouir. Donc voilà comment cette question est arrivée. En 2 mots. Catherine, je crois que tu n'as pas ton micro. Pardon. Effectivement, on va parler juste après des freins, des constats, des limites en fait que les femmes peuvent se mettre. J'ai oublié de le préciser, il y a un chat. N'hésitez pas à réagir dans le chat, à nous donner votre avis. On va peut-être lancer parfois quelques petits sondages. On va peut-être déjà en lancer un premier pour revenir un peu déjà sur le contexte en général de l'égalité homme-femme avec ces baromètres qui peuvent exister. Sophie, est-ce que tu peux peut-être nous donner un peu de data et on pose la question, à votre avis, est-ce que vous déjà connaissez l'information? Quel est le score à l'index femmes-hommes dans votre entreprise? Est-ce que vous le savez ou est-ce que vous ne le savez pas? C'est déjà intéressant. Tu nous donnes quelques infos peut-être, Sophie, en général, le panorama du sujet aujourd'hui en France? Oui, bien sûr. Effectivement, l'index qui est entre guillemets un petit peu emblématique de ce sujet, c'est l'index égalité homme-femme. Donc, il y a une échelle sur 100. Aujourd'hui, en France, il n'y a que 2% des entreprises qui ont obtenu la note de 100 sur l'index. Hein, donc, ce qui nous laisse penser qu'il y a encore du boulot. Et comme vous le savez, en dessous d'un score de 75, il y a des sanctions qui sont encourues si des mesures fortes ne sont pas prises pour résorber les écarts. Donc ça c'est un petit peu l'index qu'on suit de manière globale. Ensuite, il y a des études qui ont été faites sur les postes à responsabilité plus particulièrement et le fait que ces postes-là soient occupés par des femmes. Et sur, par exemple, une étude qui date de 2019, l'INSEE avait déjà indiqué que seuls 20% des femmes occupaient ces postes à responsabilité, ce qui reste très, très faible en regard du nombre de femmes présentes dans nos organisations. Et je donnerai peut-être une dernière indication qui est plus liée à une étude que nous avons menée chez Chance et qui est plus récente, qui date de 2022, une étude qu'on a conduite sur 1000 actifs français. On a essayé de s'intéresser au-delà de données vraiment factuelles sur le taux d'occupation des postes à responsabilité pour les femmes ou de l'index égalité hommes-femmes, on a essayé de s'intéresser aux croyances limitantes. Et 70% des personnes qu'on a sondées, donc de ces actifs français, affirmaient qu'être une femme était un frein pour se lancer, par exemple, dans une réorientation professionnelle. Et c'était particulièrement vrai pour des répondants qui étaient des femmes. Pareil, on s'est intéressé au syndrome de l'imposteur et on a, sur cette même étude, démontré une prépondérance, entre guillemets, de ce syndrome-là dans la population répondante qui était une population féminine. Donc c'est assez intéressant, on voit bien qu'il y a déjà très factuellement un travail à faire sur cette question-là, mais en plus de ça, certainement un travail de fond sur les croyances limitantes, qu'elles appartiennent aux femmes ou à leur environnement pour pouvoir les aider à progresser dans nos organisations. Donc, facteur externe, facteur interne, pareil, on en reparlera tout à l'heure. Sébastien, alors est-ce que c'est du stéréotype de se dire que on est plutôt dans une entreprise côté Castorama, Brico Dépôt, Kingfisher en général, plutôt masculine ou pas? Est-ce que tu peux nous raconter finalement quel était le terreau qui t'a amené sur ce sujet-là? Oui, alors oui, c'est du stéréotype pour le coup, mais je crois que dans le titre du webinaire, il y a la notion de stigmatisation et donc le stéréotype en effet prend part là. En fait, on a aujourd'hui nous notre clientèle elle est autant féminine que masculine, et donc on a une histoire, une construction de l'entreprise qui s'est fait aussi en termes de ressources humaines auprès plutôt de profils de bricoleurs, parfois d'artisans qu'on a intégrés.
avec une masculinité qui était peut-être plus représentée encore il y a quelques années. Et aujourd'hui, on a cet enjeu en fait d'effet miroir, d'être aussi le reflet de notre clientèle et le reflet aussi de la société. Pour autant, à date, on a 40% des postes d'encadrement qui sont occupés par des femmes chez Castorama et chez Brico Dépôt. On a en effet des enjeux autour de la féminisation des talents. Sur deux niveaux, en fait, nos deux principaux enjeux chez Castorama et Brico Dépôt, c'est le top management. Tu parlais, Sophie, de l'index. L'index, aujourd'hui, c'est 5 critères. Et un de ces 5 critères, c'est en effet le nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations. Et là, on sait qu'aujourd'hui, on progresse, mais on a encore un peu de chemin à parcourir. Et donc, très clairement, on a un programme qui s'appelle Women Leader, qui est un programme de mentoring. Et vous voyez, une data très simple, mais on a fait la première année de Women Leader l'année dernière. On avait 12 femmes potentielles pour devenir dirigeantes de l'entreprise dans les comités de direction. Et on avait 12 mentors masculins. Donc, vous voyez, année 1. Année 2, on a toujours 12 femmes potentielles dans notre programme. Par contre, on a aujourd'hui 7 mentors masculins et 5 mentors féminines. Donc, on est très content de voir que le programme commence aussi à germer, à permettre aussi l'évolution dans le top management des profils féminins. Et le deuxième enjeu que nous avons, c'est un enjeu qui est un peu plus posé sur la notion de notre cœur de métier, c'est-à-dire le commerce et la vente. C'est d'amener des femmes vers des premiers niveaux d'encadrement. Et dans ce programme, en effet, nous, on a gardé le nom du programme de Sophie. Pour l'instant, je paye pas de droit, mais je le dis pas trop fort, mais on appelle ça, en effet, le programme Chance. Et là, en fait, on veut permettre encore d'augmenter ce niveau d'encadrement féminin parce que, très clairement, pour avoir plus de femmes dirigeantes demain, il faut aussi avoir plus de femmes encadrantes aujourd'hui. Et donc, on continue à travailler ce programme. Alors, aujourd'hui, on a des réalités qui sont diverses dans nos deux enseignes. Je vous prendrai juste une réalité qui est celle de Brico Dépôt, qui est d'aller chercher plus de femmes directrices de dépôt, parce qu'on a un vrai gap à réaliser sur ce profil. Et chez Castorama, on a à peu près 30% de nos magasins qui aujourd'hui sont dirigés par des femmes. Par contre, on a encore des croyances limitantes et des plafonds de verre à briser sur des femmes qui sont conseillères de vente et qui ne se voient pas être managers, que ce soit chef de rayon, chef de secteur ou même sur des fonctions support de contrôle de gestion RH ou directrice de magasin. Et donc, c'est ce qu'on travaille chez Castorama. Donc, le programme Chance, c'est un programme qui nous a permis de travailler d'abord ces deux entités, ces deux enseignes, de manière différente, avec une cible directrice de dépôt chez Brico Dépôt et une cible premier niveau d'encadrement chez Castorama. Et à la fois, on a des cibles différentes, mais on a un programme qui est commun parce que Chance est un programme très structuré et structurant pour les participantes. Et nous, on a choisi en effet de le mettre en place dans notre politique de diversité et d'inclusion sur cet enjeu de féminisation. Hyper intéressant. Je redonne du coup la parole peut-être à Sophie. Est-ce qu'aujourd'hui, je m'en suis rendu compte en explorant ce sujet, en parlant avec différents RH, est-ce que adresser un programme à des femmes, ça n'est pas finalement stigmatiser encore un peu plus? Est-ce que c'est nécessaire pour amorcer, pour débuter? Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui dans les pratiques qui sont mises en place côté monde de l'entreprise? Parce que la Chance, je le sais, vous vous intéressez avant tout à une notion plutôt universaliste du sens en fait des parcours de chacun. Est-ce que tu peux nous raconter comment une entreprise décide finalement in fine de se dire, comme Sébastien l'évoquait, on a un sujet autour du parcours des femmes en interne. Quelles sont les réflexions qui sont menées quand toi tu vois finalement tout ce que vous accompagnez arriver à toi? C'est une question qui est entre guillemets, qui n'est pas simple, qui n'est vraiment pas simple dans le sens où, comme tu le disais, Chance a une approche très universaliste. On pense qu'à face de nous, on a avant tout des individus, qu'ils soient hommes ou femmes, et que chacun a des besoins assez spécifiques dans l'accompagnement de carrière.
En fait, on va voir au-delà du fait qu'on a un homme ou une femme. Donc, c'est plutôt, c'est un accompagnement très institut personnel. Donc on n'a pas des programmes qui sont différenciés pour les femmes ou pour les hommes. Ils sont intégrés dans un programme, un seul et même programme. On a différents programmes, mais qui correspondent à différents besoins liés à une carrière, pas liés à un individu. Pour compléter, en fait, dans l'entreprise, tu vas avoir un petit peu deux manières d'aborder le sujet. Des entreprises, effectivement, qui vont choisir de soutenir cette population et de l'afficher, d'afficher le fait qu'on soutient les femmes par un dispositif qui leur est dédié et qui vont envoyer un signal très fort à la fois à la population féminine en question et au reste de l'organisation en disant voilà, on a des efforts particuliers à faire et qui vont mettre l'emphase sur le fait de reconnaître ce groupe-là comme un groupe à part entière pour pouvoir l'aider particulièrement dans la trajectoire de carrière. Et tu vas avoir plutôt une autre approche qui va consister à gommer totalement cette ligne de démarcation entre hommes et femmes, de les traiter, de les loger à la même enseigne, mais en poursuivant un objectif caché dans certains programmes qui est de favoriser la féminisation, mais qui vont ouvrir ces programmes aux hommes et aux femmes de manière indistincte, de manière à pas passer sur certaines fourches codines de questionnement de pourquoi ce programme n'est ouvert qu'aux femmes et pas aux hommes, nous on aimerait bien en bénéficier, etc., etc. Et dans la réalité, ces approches, elles coexistent dans beaucoup d'endroits, donc c'est pas l'un ou l'autre, mais des fois tu as même les deux qui coexistent, où tu as des fois des évolutions, c'est-à-dire on peut démarrer avec des programmes femmes qui petit à petit s'ouvrent plus largement. Et je pense d'ailleurs, Sébastien, que ça fait écho d'ailleurs à certaines choses qu'on a vues en déployant des programmes femmes dans les enseignes. Je sais pas si... Oui, mais tout à fait. En fait, alors le point commun avec Chance, qui m'a amené à Chance, en dehors des rencontres. Tiens, allez, la première petite citation, c'est Jacques Brel qui disait « On n'attend rien, on part à la rencontre de tout ». Moi, il se trouve que j'ai fait beaucoup de formations continues. J'ai eu la chance de faire un diplôme grande école à l'ESCA en 2015-2016, de faire un parcours dirigeant à l'EDEC, et c'est à l'EDEC que j'ai rencontré quelqu'un qui travaille chez Chance. Et donc, ce qui m'a impacté chez Chance, c'est cette notion, comme tu le disais, Sophie, de compréhension des contraintes et des besoins spécifiques de groupes et d'individus, en fait, même à l'échelle individuelle, ça se fait beaucoup. Et donc, nous, dans notre stratégie inclusion et diversité, chez Kingfisher, on a ce point-là, qui est de dire il faut d'abord comprendre les contraintes et besoins spécifiques de chaque population pour ensuite être capable d'individualiser son management, ce qui permettra aussi de rendre des décisions objectives, équitables et justifiées auprès de nos populations et de nos groupes. Et donc de bâtir un collectif solidaire. Donc ça, ce sont les 4 points de notre stratégie inclusion et diversité. Et donc ce qui m'a amené chez Chance, c'est cette compréhension justement du rôle et de l'enjeu individuel dans le collectif. Alors oui, quand on a lancé les premiers parcours uniquement féminins, on a eu quelques réactions. On a eu quelques collègues qui nous ont dit tiens, c'est discriminant de faire un programme que féminin, est-ce que c'est légal, est-ce qu'on peut faire de la discrimination au niveau de l'accès à la formation? Et en fait, c'est là où on est dans la stigmatisation, parce qu'en fait, la stigmatisation, ouais, c'est une attitude, une croyance à l'égard d'un groupe, et cette attitude, cette croyance, elle peut se poser aussi au niveau du genre. C'est pas forcément inentendable. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'en discuter. Moi, je trouve ça toujours intéressant. Et comme tu l'as dit, Sophie, ça nous a permis sur cette session-ci de faire à la fois de maintenir notre cohorte pour travailler notre encadrement magasin, et puis aussi de développer Chance, qui est, comme tu le dis, plus universaliste, de manière totalement mixte, sur des moments de vie, des moments de carrière, et aussi laisser à nos RH régionaux, nos responsables ressources humaines régionaux, aussi l'accès au dispositif Chance sans avoir forcément cet objectif de féminisation et d'émergence des talents féminins. Ça répond à plusieurs objectifs. Notre premier impact avec Chance, ça a été la féminisation des talents et en tout cas l'émergence de ces talents.
mais une fois de plus, on s'interdit pas à la fois de poursuivre cet enjeu-là et d'en déployer beaucoup d'autres avec chance. Tu parles justement de dispositif. Peut-être que tout le monde ne connaît pas finalement le dispositif qui est mis en place. Tu peux nous en parler un peu, Sophie? Je sais notamment qu'il y a ce qu'on appelle le FEMI aussi, dont vous parlez beaucoup. Je trouve qu'il permet une vision assez claire du sens, notamment au travail. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être comment est-ce qu'on accompagne, alors là, on parle de femmes, mais globalement, en fait, les salariés dans l'évolution des carrières? Alors, très pragmatiquement, hein, là, le dispositif qu'on déploie, il mêle 3 modalités pédagogiques. C'est d'abord une plateforme d'outils et d'activités en ligne qui structure la démarche. Donc ça, c'est la première modalité. La deuxième modalité, c'est du coaching individuel qui vient, je dirais, en miroir de cette plateforme. Et donc, les coachs en individuel sont alimentés par la donnée des activités et des outils en ligne qui sont complétés par, là en l'occurrence, par les collaboratrices. Donc, on a ce ping-pong et ces allers-retours entre la plateforme et le coaching individuel. Et puis, une troisième modalité qui est du coaching collectif. Donc, c'est un dispositif qui est à la fois un cheminement individuel et qui peut être complété par une dynamique de groupe qui, en l'occurrence, dans les sujets qui touchent aux carrières au féminin, peut être un élément important pour créer un esprit de corps, un esprit de promo et je dirais ça comme ça, un début de réseau interne qui permettra de continuer et de perdurer dans le temps, sur lequel on pourra s'appuyer tout au long de sa carrière. Donc cette dimension-là peut à terme être quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est sur la forme que ça prend. Sur le fond, effectivement, on s'appuie sur un modèle qui est un peu notre marque de fabrique, notre signature chance, je vais l'appeler comme ça. Ce modèle, il s'appelle le FEMI. Donc, c'est l'acronyme de finalité, environnement, métier et impératif, qui, ces 4 dimensions-là, norment pour nous ce qui définit, ce qui fait sens dans la vie professionnelle d'un individu. Donc, si je les prends un à un, le premier, donc finalité, c'est mon sentiment d'utilité, pourquoi je me lève le matin, en quoi, en tant qu'individu, j'ai envie de contribuer à la société avec un grand S. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la finalité. L'environnement, celui-là, on l'appréhende assez vite, hein, c'est les valeurs, le style de management, la culture dans laquelle je baigne, etc. Le métier, celui-là aussi, on l'appréhende assez vite, c'est ce à quoi je suis compétent, mais il y a aussi ce à quoi je suis appétent et ce qui me motive au quotidien. Et puis, la 4e des dimensions, c'est les impératifs. Et ça, c'est très intéressant dans les parcours au féminin aussi. Les impératifs, c'est ce qui, dans sa vie personnelle, a une incidence sur ses choix professionnels. Donc, ça peut être des impératifs géographiques. Je ne veux pas bouger de telle région pour X ou Y raison. Je voudrais ne pas avoir d'horaire décalé parce que, par exemple, j'ai des enfants en bas âge ou des contraintes financières. Et on voit bien que dans les carrières au féminin, ce dernier pilier, le pilier impératif, est un pilier qui questionne énormément les femmes dans leur trajectoire et peut à un moment les conduire à être désalignées avec ce qu'on leur propose dans l'organisation. Donc voilà, ce prisme-là nous sert un petit peu de boussole au sein des parcours d'accompagnement que nous proposons dans l'entreprise. Je vais peut-être d'ailleurs rebondir sur ton dernier point et lancer le sondage. À votre avis, quelles sont les principales difficultés rencontrées par les collaboratrices lorsqu'on évoque des évolutions de carrière? Parce que je me suis posé la question, effectivement, en préparant, c'est Sophie, tu m'as dit, il y avait des parfois stigmatisation. Il y a aussi tous les facteurs extérieurs de ce que nous renvoie la société. Je vais peut-être poser la question à Sébastien. Toi, est-ce que tu as été étonné des constats, en fait? Est-ce que tu les soupçonnais? Qu'est-ce qui peut-être s'est révélé le plus quand tu as mené ces parcours, enfin, quand ces parcours ont été menés plutôt? C'est pas toi qui les as menés. Ouais, alors moi, enfin, à la fois ça m'a surpris et puis pas tant que ça, en fait. Autre petite citation, Goldman a écrit un jour, on ne peut être rien que parmi des milliers. Et cette phrase, en fait, elle peut paraître choquante, mais elle est tellement vraie. C'est-à-dire que aujourd'hui, un collectif, c'est une somme d'individualités et on peut se perdre. Alors, on peut choisir soi-même de se perdre dans un collectif et c'est très chouette. On va tous être autour des JO dans quelques temps. On fait tous partie d'une équipe, d'un clan, d'une famille, d'un groupe.
de collectif, parfois tout court. Et c'est très chouette. Et ça doit être volontaire. Mais dans le monde de l'entreprise, il peut y avoir parfois une déperdition involontaire de finalement pourquoi moi, est-ce que je suis légitime, est-ce que je mérite, est-ce que finalement le coaching et l'accompagnement c'est pas réservé à des dirigeants ou à celui qui a le bon contact, qui permet en tout cas d'accéder à cette ressource. C'est forcément de toute façon quelque chose hors de prix, donc c'est pas pour moi. Et donc il y a tout ça en fait qui est une marque de réassurance très importante parce que, comme on se l'est dit, le sens individuel aujourd'hui et notamment, je veux pas pour le coup stigmatiser, faire de stéréotypes, mais sur les jeunes générations, il a beaucoup de sens. Et aujourd'hui, depuis le Covid, sur toutes les générations, il a beaucoup de sens. On n'accepte pas de s'oublier, on n'accepte pas de se perdre. Et comme je le disais dans la préparation, Catherine. Tu l'as dit et je le redis, je suis fan de Goldman. Si Goldman a écrit Envole moi et pas Envole toi, c'est bien parce qu'il y a du sens et on était en 84. Le Envole moi, c'est avec ou sans toi, je ne finirai pas comme ça dans ces paroles. Et s'il le faut, j'utiliserai des moyens légaux. Donc aujourd'hui, en fait, il y a une vraie attente et ce que j'ai retenu moi et ce que j'entends des participantes chez nous, c'est de dire je suis plus la même, je suis aujourd'hui à l'instant T quelqu'un de différent parce que j'ai vécu cette expérience. La première chose qui ressort, c'est le remerciement au coach, c'est le remerciement à la personne qui était là en accompagnement, c'est le remerciement dans la réassurance de en fait la clé c'est moi, la clé c'est ma compréhension, c'est l'enjeu que j'ai de comprendre ma réalisation et la légitimité de celle-ci qui parfois mérite aussi d'être juste réaffirmée. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'en fait, on garde personne contre son gré hein, dans sa vie pro comme dans sa vie perso. Les gens choisissent d'être avec vous. C'est pour ça que la rétention des talents, pour moi, c'est un mot, ça n'existe pas. Je me plais à dire en rigolant qu'on fait de la rétention d'eau, on fait de la rétention administrative en France, mais on fait pas de la rétention de talent. On peut faire de la fidélisation, mais tous les enjeux que nous avons, tous les enjeux de développement que nous avons, tous les moyens financiers que nous pouvons avoir, ça doit être sur le développement, ça doit être sur l'accompagnement, la réassurance, parce que les gens sont pas là par hasard. Et c'est très intéressant de les réassurer sur leur mission personnelle, leur sens individuel. Et si leur sens individuel eh bien, ils ont choisi de l'exprimer dans la mission collective de l'entreprise. Je peux vous dire que là, on est sur une puissance et quelque chose qui se décuple, qui est très important, très important. Et ce que tu dis, Sébastien, peut-être en complément, ce qui a été, je pense, intéressant aussi dans le dispositif, donc c'est la transformation des participantes elles-mêmes qui sont vraiment en train de prendre conscience de leur potentiel, hein, très clairement, qui prennent conscience de leurs croyances limitantes. Hein, elles ont toute une partie sur les croyances limitantes où elles déconstruisent ces croyances-là. En tant que femme, je dois toujours X, Y, Z. Voilà. Donc, elles ressortent avec ça. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir en tache d'huile ce qu'observent leurs collègues et les équipes, les relais RH et les managers, en fait. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que tous ont noté un vrai changement de posture, une proactivité chez ces femmes qu'on voyait pas forcément avant. Il y a vraiment un avant, un après aussi pour leur environnement direct. Sébastien, j'imagine en témoigner parce que nous on l'a vu dans les retours et les sondages impact sur les managers RH. Et je trouve que ça a quelque chose de vertueux en tache d'huile, entre guillemets, dans l'organisation. Juste, je vous donne le chiffre du sondage sur les difficultés principales rencontrées par les collaboratrices. C'est le premier qui est évoqué, c'est l'autocensure et le manque de confiance en soi, là, dans le sondage qui vient d'être mené. Sébastien, je te laisse répondre à la question. Bah oui, mais merci pour ces résultats. Et oui, c'est tellement... À la fois, on est dans des sociétés qui sont hyper individualistes, et à la fois, on est dans le doute de notre individualisme et de notre individualité par rapport à sa légitimité en expression. Et donc aujourd'hui, quand vous faites partie de groupes de 10 000, de 15 000, de 20 000 personnes, en fait, vous parlez de data, le management parle de taille critique, on parle beaucoup de productivité, on va parler d'efficience. Et évidemment, on est des entreprises et notamment nous commerciales et donc avec des data à suivre.
Mais la performance, elle se fait par l'épanouissement individuel. Et c'est là où c'est très difficile de quantifier. C'est-à-dire que quand vous venez démontrer que l'investissement que vous faites dans des parcours individuels, la réassurance que vous donnez, elle vient en fait travailler toute la chaîne. Parce que le collègue, par exemple chez Castorama, la collègue qui fait le parcours, évidemment, elle challenge plus son management. Quand elle commence à savoir exprimer, à avoir confiance, à se pitcher elle-même sur ses besoins, ses contraintes, ses impératifs, sa finalité, l'environnement dans lequel elle veut travailler, eh bien, elle confronte un peu le manager à une sorte de chose qu'il n'a pas dans sa valisette de base. Et donc, ça l'oblige aussi, lui, à être accompagné, à travailler, à se dire, OK, il y a des nouvelles réalités. Et c'est un cercle vertueux, toute la chaîne se trouve améliorée. Et ça, c'est super intéressant. Super intéressant. Est-ce que tu peux nous dire justement, parce que moi je me disais, bah, si on redonne à chacun sa singularité, sa puissance en fait de parole, est-ce que justement des managers n'ont pas été frileux en se disant, bah, c'est plus compliqué à manager? Ou est-ce que vous aviez déjà peut-être un management peut-être formé en amont? Est-ce que tu as eu ce genre de propos ou pas du tout, ou on n'a peut-être pas osé le dire non plus? Si, non, mais on va pas se mentir. Moi, j'aime bien la transparence. On va pas se mentir. J'ai certains collègues qui m'ont dit, bon, c'est bien ton truc là, mais par contre, si on ouvre les chakras, on est bien d'accord qu'on met des bornes quand même. Hein, il faut qu'elles restent dans l'attendu, quoi. Et donc, on leur dit, bah non, quand on fait de l'introspection, sa mission de vie, quand on conscientise les réussites passées, quand on se projette vers un projet futur, on peut arriver pas forcément là où c'est attendu. Et donc, oui, j'ai eu quelques managers, une infime minorité, mais qui m'ont exprimé le fait de dire, non, mais c'est bien que les participantes et les participants de chance expriment ce qu'ils veulent faire, mais pas tout de suite. Et donc là-dessus, en fait, il suffit simplement on revient à la notion de rétention, hein, c'est-à-dire Ah, on t'entend plus, Sébastien. Non, on t'entend pas. Peut-être Sophie, peut-être tu peux compléter parce que j'imagine que c'est Oui. une crainte que un paquet de managers parfois doivent avoir. Est-ce que tu peux compléter? Bien sûr, ouais, c'est effectivement c'est des craintes qui sont exprimées. La peur de ne pas pouvoir suivre, c'est dit un petit peu comme ça, avec la peur de générer des frustrations ou des attentes, ce type de choses. Et en fait, c'est vite désamorcé par plusieurs choses. Un, on prépare le terrain avec les managers et les équipes RH de proximité. Et là, en l'occurrence, on donne les clés du modèle FEMI, c'est-à-dire la base qui sert de langage à la conversation de carrière. Et l'idée, donc, enfin, ça c'est la première chose, c'est donner ces clés-là, préparer le terrain. Deuxième chose, c'est les collaboratrices, en l'occurrence, arrivent préparées à la conversation et je dirais raisonnable. Hein, c'est pas une liste au Père Noël de toutes les choses qui vont pas ou de récrimination ou autre. Il y a plein de choses sur lesquelles elles arrivent en étant en force de proposition, en disant ben ça me plaît dans mon boulot et j'aimerais l'accentuer. Et il n'y a pas que ce qui va pas, en fait, il y a aussi tout ce qui va et ce que j'aimerais continuer à faire grandir, vers lequel je veux m'orienter. Donc il y a tout ça. Et puis dernière chose, la plupart, et c'est quelque chose qu'on a du mal à se rappeler en tant que manager, mais la plupart des besoins ont besoin d'être écoutés plutôt que d'être satisfaits. C'est avant tout l'espace et la zone d'écoute que l'on crée pour un collaborateur. On sait très bien qu'un manager ne peut pas tout, ou une manager ne peut pas tout. On est en train, en tout cas, de donner un espace pour l'expression des besoins de chacun, pour se donner une chance d'arriver à créer une trajectoire de carrière qui soit la plus alignée et motivante possible pour l'individu. Yeah. Alors on va attendre que Sébastien revienne. Je sais que on en parlait en off au démarrage, enfin en préparation. Tu me disais, ben souvent on a des parcours pour les femmes cadres, par exemple, mais on n'en a pas forcément pour tous les niveaux de la hiérarchie en fait dans le monde du travail. En se disant, mais investir aussi sur chacun, c'est ce qui va permettre
d'avoir des personnes qui vont connaître l'entreprise, qui vont y rester, etc., etc. Est-ce que tu vois un changement aujourd'hui? Est-ce que les entreprises, justement, s'intéressent à plus global et pas seulement au cadre et à certaines fonctions? Est-ce que tu sens qu'on offre du coaching, justement, ce que disait Sébastien, à bien plus large, en fait, qu'une population donnée? Alors, oui, je sens les choses qui commencent à évoluer, des fois par la force des choses, c'est-à-dire que c'est pas une surprise, les difficultés de recrutement sont au plus haut et les tensions sont au plus haut sur le marché de l'emploi en France depuis 10 ans. Donc, on a de plus en plus de mal à trouver des profils. Donc, le premier remède à ce mot-là, c'est déjà de ne pas perdre les gens qu'on a dans l'entreprise et de leur donner envie de rester. Pas les retenir, mais leur donner envie de rester, pour paraphraser ce que disait Sébastien tout à l'heure. Et dans cette optique-là, en fait, ces programmes à destination de personnes qui ne sont pas forcément celles qui sont outillées et servies aujourd'hui avec les programmes au potentiel ou des programmes qui sont exclusivement réservés aux cadres permettent justement de pouvoir projeter durablement des collaborateurs ou collaboratrices dans l'entreprise. Donc oui, c'est en train doucement d'évoluer. Je crois qu'on a récupéré Sébastien. Alors Sébastien? Ouais, je sais pas, vous m'entendez cette fois-ci? C'est bon? Super, on t'entend. Allez, c'est le retour. C'est le retour. Oui, non, mais... Oui, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie. Je disais, j'en profite pour poser une question d'Audrey qui dit, pourriez-vous nous donner le sens donné à ces actions? Est-ce que c'était d'avoir plus de femmes sur des postes à responsabilité? Est-ce que c'était peut-être démarche RSE? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, c'était quoi le sens attendu de ces démarches, de ces actions? Ouais, alors, comme je le disais, sur la partie féminisation, émergence des talents féminins, en fait, il y a plusieurs enjeux, mais le premier, c'est évidemment d'avoir une représentation plus paritaire au niveau des instances dirigeantes, parce qu'on a aussi besoin de leaders avec des expériences, des profils différents pour engager et porter les transformations et les changements qu'on porte dans l'entreprise. En fait, il y a aussi des enjeux j'allais dire de confrontation, mais plutôt d'appréhension des résistances culturelles, parce qu'aujourd'hui, on sent bien qu'il y a quand même dans certains comités de direction encore une petite résistance à cette féminisation, alors que le leadership des femmes aujourd'hui ne cesse de se développer et que donc on a un rôle de promouvoir une culture qui s'appuie plus sur la parité comme un levier de performance, et aussi surtout de ne pas à un moment d'une quelconque manière que ce soit, freiner une trajectoire professionnelle qui est celle de profils féminins qui, aujourd'hui, par de la réassurance, peuvent tout à fait intégrer, et on le voit dans beaucoup d'enseignes, avec talent et parfois, et même souvent avec beaucoup de réussite, des postes de direction générale et de leadership. Donc, c'est vraiment un changement culturel, en fait. C'est désactiver des freins, promouvoir une culture qui s'appuie sur la parité et réassurer les profils féminins sur le fait que, oui, c'est complètement dépassé de se dire que... D'ailleurs, vous avez beaucoup de programmes qui s'appellent leadership féminin et autres. Alors, pour moi, il n'y a pas de leadership masculin ou de leadership féminin, il y a juste du leadership. Et celui ou celle qu'on suit, c'est le ou la leader qu'on a dans nos enseignes. Il faut juste aller bouger ça et continuer à désactiver tous les freins qui peuvent toucher à ça. Ouais. Petite question, quand tu as commencé à proposer ton programme, finalement, en te disant que tu le proposes à des statuts qui n'y accèdent pas forcément, est-ce que tu as eu un frein finalement des autres ou est-ce que c'était évident pour tout le monde? Alors, c'est pas évident pour tout le monde. Mais voilà, moi, c'est ce que j'appelle, ça y est, on y arrive, la démocratie RH. On se disait qu'on n'en parlerait peut-être pas, mais on va en parler. Pourquoi je parle de démocratie RH? Parce que, en fait, ça n'a rien à voir avec l'enjeu politique des choses, mais c'est juste qu'à un moment, Kennedy, en 62, a dit, dans ce fameux discours Ich bin ein Berliner, dans la phrase d'après, il disait la différence entre la démocratie et le communisme, c'est que le communisme bâtit des murs pour garder les gens à l'intérieur. On se rappelle qu'on était dans la crise de Berlin.
alors que la démocratie n'aura jamais besoin de murs. C'est ça que j'imagine, moi, par de la démocratie RH. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut pas bâtir de murs, que ce soit des murs en accès à des dispositifs emploi, que ce soit des murs en accès à des trajectoires professionnelles, qu'elles soient avec des mobilités inter ou intra-filières ou des passerelles entre enseignes. Moi, je fais partie d'un groupe. Je milite beaucoup pour que les profils de Brico Dépôt rejoignent Castorama et vice-versa. Et c'est souvent des grands succès. Et cette notion, en effet, de pas bâtir de murs, c'est, j'y reviens, mais aujourd'hui, pendant trop longtemps, enfin moi j'ai 50 ans, aujourd'hui on se rendait compte quand même qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, ceux qui accédaient à un accompagnement, à du coaching, à du mentorat, à tous ces dispositifs un peu d'autonomisation de leur carrière, eh bien étaient plutôt déjà cadres ou voire cadres dirigeants. Aujourd'hui, ça paraît tellement simple avec toutes les avancées technologiques, la data science et tout ce que notamment Chance met en œuvre et permet l'accès au plus grand nombre. On démocratise l'accès à ces dispositifs. Alors non, c'est pas évident pour tout le monde, mais moi ça me paraît tellement évident que le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Et on n'a pas plus envie parce qu'on est cadre dirigeant ou cadre tout court ou encadrant tout court que si on est employé. L'envie, elle est partout en fait. Et lui permettre de s'exprimer, c'est un peu notre rôle quand même. Il y a un sujet qui est sociétal finalement, parce que finalement, c'est quelle place de la femme dans la société en général qu'on doit, on recrée une petite société dans la grande société, on pallie parfois à des formes de défaillance euh, presque gouvernementale ou autre. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais c'est aussi intéressant de comprendre d'où vient ça. Et on a une question de Manuela qui dit, en amont de vos programmes de formation, quel accompagnement managérial vous aviez mis en place pour lever justement les éventuels biais vis-à-vis de l'accès des femmes à des postes de responsabilité? Il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place et merci pour la question, notamment des actions de formation, des actions aussi de sensibilisation interne parce que les objectifs ils sont pas que sur l'encadrement. On a très clairement aussi parfois l'activation de quelques cibles quantifiables, par exemple sur le recrutement d'alternants, sur le recrutement d'encadrants en CDI, sur le recrutement en filière vente qui est le cœur de notre métier. On a des indicateurs qu'on suit. On a aussi tout un programme chez Kingfisher qui s'appelle Ensemble plus fort, qui vient en fait expliquer que on a tous un rôle à jouer. Évidemment, le rôle managérial qui est de prendre des décisions est un rôle très important, mais de plutôt au-delà de l'acceptation des différences. On travaille dans un groupe britannique, donc la différence a beaucoup d'enjeux. Eux célèbrent beaucoup les différences. Alors en France, on n'est pas encore sur ce niveau-là, mais en tout cas, on est vraiment sur une acceptation et sur une envie de pousser ce changement culturel. Après, on a vraiment un enjeu qui est très fort sur la formation, qui elle se fait en amont de ces programmes, et on travaille beaucoup sur les biais, les stéréotypes, et évidemment beaucoup d'actions de formation qui viennent permettre une meilleure compréhension de ces enjeux, comme de tant d'autres enjeux autour de l'inclusion et la diversité, par exemple sur ce qui arrive bientôt, le Pride Month. On travaille aussi beaucoup là-dessus, on accompagne beaucoup le management à la compréhension des enjeux autour aussi de ces thèmes-là. Donc voilà, beaucoup de formations avec en amont pour les managers, une compréhension, et d'ailleurs on fait avec Sophie et les équipes de Chance un onboarding spécialement pour les managers, pour leur expliquer leur rôle, quels accompagnements, parce que l'accompagnant doit être accompagné toujours, un peu comme en coaching. Hein, quand vous êtes coach, vous êtes débriefé par un coach également référent. Et donc, on accompagne par de la formation, mais aussi par un onboarding personnalisé, le rôle, l'attendu et l'importance de la mission qui est celle du manager dans le parcours Chance. Sophie, j'imagine que ça fait partie des facteurs clés de succès. Est-ce que tu en as d'autres peut-être à nous partager? Il y en a quelques-uns, effectivement, celui-là est clé. Je pense que l'intention du programme, la clarté de l'intention du programme est essentielle. On pourrait en ajouter un troisième qu'on a effleuré dans la présentation du programme, qui est la notion d'esprit de groupe. En fait, trouver des moments
qui sont des moments au-delà des cheminements qui sont profondément individuels. Hein. Chaque collaboratrice arrive avec une situation et des besoins qui lui sont propres, mais c'est important de créer aussi des moments de partage, des moments de cohésion dans le groupe et si possible de faire perdurer cette dynamique au-delà de la fin d'un programme comme celui-là. Il concerne plusieurs magasins de ces enseignes-là et ça crée déjà un réseau interne, ce que je disais tout à l'heure, ça crée un réseau interne pour ces femmes, un réseau qui pourra peut-être perdurer dans le temps et sur lequel elles pourront s'appuyer à certains moments clés de leur carrière. Donc ça en fait partie. Et peut-être une dernière chose, c'est arriver, alors sans la frontière est éthique en tout cas est importante à respecter, mais arriver à donner des éléments de contexte des fois aux coachs qui vont accompagner ces personnes. Donc, sans s'immiscer dans l'accompagnement qu'ils feront, mais arriver au moins à leur expliquer le contexte dans lequel cet accompagnement a été voulu par l'entreprise, là en l'occurrence les enseignes, et le contexte dans lequel ces femmes évoluent, de manière à pouvoir ancrer quand même les coachings et accompagnements dans un contexte. Donc, je dirais que ça, c'est un dernier facteur clé de succès aussi de ce type de dispositif. On s'était dit en préparant ce webinaire qu'on allait parler de tous les obstacles concrets qui entravent la féminisation. Encore une fois, Sophie, je te redonne la parole parce que je sais qu'on en avait parlé en préparation où tu m'avais dit qu'il y a des obstacles aux évolutions de carrière. Tu m'avais notamment évoqué le manque de réseau, que les femmes avaient moins de réseau que les hommes. Tu m'avais dit aussi peut-être l'autostigmatisation. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Tu parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur. C'est ça, ouais. Peut-être plus sur le syndrome de l'imposteur. Alors le réseau, c'est pas toujours vrai. En fait, c'est un peu l'œuf et la poule. C'est pas toujours très simple. On constate en tout cas que sur les niveaux hiérarchiques initiaux et pas les plus élevés de l'entreprise, on a un petit peu moins de réseau que quand on est plus haut dans l'entreprise. Et comme ces femmes-là sont moins dans les postes à responsabilité, entre guillemets, elles ont moins de réseau. Mais tu vois, est-ce que c'est pas, tu vois, de l'œuf ou de la poule, on ne sait pas très bien qui est le premier, quoi, dans l'équation. Ensuite, sur le syndrome de l'imposteur, c'est sur l'étude qu'on a faite en 2022, donc sur les 1000 personnes interrogées, effectivement, donc le syndrome de l'imposteur est ressorti comme plus fort chez les répondants féminins, qui était un quart des femmes disaient douter, être freinées dans leur orientation professionnelle parce qu'elles pensaient ne pas avoir les compétences pour pouvoir le faire. Là où seulement 17% des hommes qu'on avait interrogés faisaient la même réponse. Il y avait déjà eu une étude à la base du syndrome de l'imposteur qui pointait la possibilité qu'il soit plus fort chez les femmes que chez les hommes. Mais en l'occurrence, l'étude qu'on a faite en 2022 semble corroborer l'étude qui est à l'origine du syndrome de l'imposteur, qui elle est bien plus ancienne. Donc oui, il y a des on parlait d'autocensure tout à l'heure dans le sondage auquel vous avez répondu dans l'audience. Oui, il y a ce type de frein-là. Après, on en a au niveau des managers, donc de l'environnement externe, et ça, c'est ce qu'on adresse avec des formations dans l'entreprise. Voilà, mais ce qui semble le plus parasitant, je dirais, c'est vraiment ces croyances limitantes au fait d'être une femme dans sa progression de carrière ou dans une possible réorientation professionnelle. Voilà. Et l'autocensure à se diriger vers certaines filières ou certains types de métiers. Hyper intéressant. Sébastien, du coup, comment vous avez fait? Est-ce que c'est du volontariat, finalement, d'aller dans un tel programme? Parce que si moi, je suis une femme, que mon manager me dit, tiens, vas-y, on peut soit se dire, c'est super chouette, c'est un cadeau qu'on me fait, soit se dire, pourquoi est-ce qu'il veut que je change quelque chose? Comment on met ça en place en interne, en fait, un parcours comme ça? Alors sur la première cohorte, le premier groupe, en fait on a impliqué le management et on est parti des people review, des revues des talents, pour identifier, comme on était sur de l'émergence de talents, des profils qui étaient des profils évalués comme étant potentiels et donc qu'on souhaitait accompagner. Donc on a impliqué le management régional pour nous remonter des profils qui ont été aussi la liste définitive ayant été arrêtée par le comité de direction. Mais exactement ce que tu as dit s'est passé. C'est-à-dire, certaines ont dit mon manager est venu me voir, il m'a dit que j'étais retenu pour chance, et la première réponse, ça a été qu'est-ce que j'ai fait de mal?
Donc c'est rigolo en fait. Et en fait, elles se rendent vite compte qu'en fait c'est une opportunité parce que ne sachant pas aujourd'hui à quoi s'attendre, on sent bien que le rôle du management et une fois de plus l'embarquement du manager dans la bonne explication du dispositif est clé. Aujourd'hui, on est sur une deuxième étape parce que comme le parcours d'abord est maîtrisé et connu, on a pas mal de personnes qui nous disent comment je peux accéder à Chance. Est-ce que je peux accéder si je suis pas dans la cohorte émergence de talents féminins pour des raisons biologiques parfois? Est-ce que je peux faire partie de la cohorte mixte sur les moments de carrière? Et si pas, comment moi je peux accéder à Chance? Et donc là, on joue à plein aussi des accords que nous avons en interne sur la gestion de l'emploi et des parcours professionnels, où nous venons accompagner financièrement en co-construction des parcours individuels, puisque Chance fait aussi du parcours individuel, avec un attendu qui peut être aussi varié que nous avons de collègues dans l'enseigne. Et donc aujourd'hui, on est vraiment une fois de plus dans une démocratisation forte de l'accès au dispositif. Et ça me fait très plaisir, parce que oui, on est rentré par un angle qui était l'angle émergence des talents féminins, mais aujourd'hui, Chance, c'est un dispositif qu'on actionne pour plein de raisons. Ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur quand, entre guillemets, on gagne du terrain sur ces sujets-là. C'est un sujet qui sort simplement du prisme de la diversité et l'inclusion pour remonter sur le développement de talent au sens large, en fait, hein. Et sur les fameux moments clés qu'on a un peu effleuré en début de discussion, mais c'est des moments où on se pose beaucoup de questions finalement sur sa carrière, qui n'est pas lié au fait d'être un homme ou une femme, mais qui est lié à un parcours naturel de collaborateur ou de collaboratrice dans l'entreprise. Ça fait 2-3 ans que je suis en poste, je me pose des questions sur la prochaine étape. J'ai mon conjoint qui va changer de région, je dois le suivre, je dois préparer une mobilité, mais j'aime beaucoup l'entreprise dans laquelle je suis. Est-ce que c'est possible? Je rentre d'un congé maternité, ça reconfigure beaucoup de choses sur mon équilibre vie pro vie perso. Comment je le gère? Est-ce que j'ai toujours envie de faire ce poste-là? Est-ce que je vais prendre la promotion de manager qu'on me propose? En fait, toutes ces petites interrogations qu'on soit homme ou femme, qui sont autant de moments de fort questionnement et un peu de perturbation dans une trajectoire de carrière, qui sont ces fameux moments clés et qui sont encore une fois indépendants du genre. Voilà. Genre, ouais, qu'on a une mixité du coup. Non, mais je partage complètement. Enfin, Jacques Brel disait, on n'attend rien, on part à la rencontre de tout. Et ouais, moi, j'ai pas trouvé le pompon, hein, pour les plus anciens. Vous savez, quand on faisait un tour de manège, il y avait un pompon, on avait droit à un tour gratuit. Moi, j'ai pas trouvé le pompon dans nos vies. Je crois qu'il y en a qu'un, en l'occurrence, de tours. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment une envie de se réaliser professionnellement, personnellement, de comprendre sa mission de vie, de conscientiser ce qui nous fait réussir et puis de travailler sur ce qui est plus compliqué. Et ça, c'est vraiment, moi, c'est la beauté. Je pense que beaucoup, j'ai regardé un peu les participantes et les participants, beaucoup sont dans le domaine de la RH. Voilà, je pense que c'est vraiment notre cœur de métier, quoi. C'est aussi de permettre ça, évidemment, au service de la performance, au service de la croissance, au service des objectifs stratégiques et des missions de nos entreprises. Mais vraiment, ma conviction, c'est que la réalisation individuelle vraiment permet de faire exploser tous nos objectifs et d'aller chercher cette croissance et cette mission collective, quoi. Et voilà, c'était vraiment ça dont je voulais témoigner avec vous. Peut-être pour finir, c'était Manuela qui disait dans le chat tout à l'heure que les nous sont plus forts quand les jeux sont forts. Oui. Et je pense que ça conclurait magnifiquement ce qu'on vient de se dire ici, et qui est complètement dans la lignée, dans la philosophie qui est la nôtre. Merci, merci beaucoup. On s'était donné à peu près 3/4 d'heure, donc on arrive au bout de ce webinaire. S'il y a peut-être une dernière question, on la prend. Sinon, quelqu'un demande si nous aurons la possibilité d'obtenir les résultats du questionnaire auquel tu as fait référence, Sophie. Peut-être que, je ne sais pas si Margot a répondu. Moi, je n'ai pas l'information, donc peut-être que je pense que c'est pas de souci, c'est quelque chose qui est accessible, et Margot de toute manière va répondre dans le chat pour les intéressés. Voilà, mais c'est quelque chose qui est disponible et accessible. Oui, et puis j'ai vu que Margot avait mis nos contacts
nos contacts LinkedIn respectifs. Donc, une fois de plus, n'hésitez pas, hein, contactez-nous parce que voilà, les rencontres, ça fait aussi grandir, et puis les échanges, et puis les confrontations d'idées, et ça nous fera progresser aussi. Donc, vraiment, on sera avec grand plaisir me concernant. N'hésitez pas, les liens sont dans le chat. Ça fait du bien. Je trouve Exactement. de voir une vision, de voir ta vision. Je me dis à chaque fois, il faudrait que tout le monde l'entende pour justement qu'on regagne confiance in fine dans le monde de l'entreprise, dans le monde des RH. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci beaucoup, beaucoup. Sophie. Merci beaucoup, Sébastien. Au plaisir de se retrouver, du coup, virtuellement, notamment sur LinkedIn. À très bientôt. Merci beaucoup. À À bientôt. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.